bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. La paix, la prospérité, le développement, voilà autant de vœux formulés pour notre pays depuis des jours au palais présidentiel. Leaders religieux, chefs traditionnels, corps académiques, entreprises publiques et privées, sociétés civiles ont clos ce jour la série de présentations de vœux de Nouvel An au président Alassane Ouattara. L'OIM réitère son engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire sur les questions relatives aux migrants et aux opportunités offertes aux Ivoiriens en fonction à l'extérieur. La directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations a été reçue aujourd'hui même par le vice-président Timoko Meiliet-Kone. Au sommet de l'UA à Kampala, les chefs d'État plaident pour une coopération sud-sud. Le ministre d'État Kobena Kwasi Agibani a porté la voix de la Côte d'Ivoire. La nouvelle stratégie agricole de l'Union africaine a été dévoilée. L'Afrique doit sceller ce partenariat sud-sud pour combattre et vaincre la faim. De la parole, on est passé à l'acte. Cela fait maintenant 10 ans que la promesse a été concrétisée. 10 ans que le président de la République inaugurait à Yamoussoukro l'hôpital Saint-Joseph-Moscati. Une décennie après, l'hôpital continue son sacerdoce. Mais qu'en est-il des soins offerts qu'en disent les populations? Réponse tout à l'heure. Soyez les bienvenus sur RTI1. L'année 2025 s'annonce sous de bons auspices. Le corps académique, les entreprises publiques et privées, ainsi que la société civile, tous étaient présents au palais présidentiel ce jour pour clore la série de présentations de vœux de Nouvel An au président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État rassure, le gouvernement tiendra ses engagements de paix et de développement. Alexis Ouedraogo. Pour cette dernière journée de présentation de vœux au palais présidentiel, le monde académique, les entreprises publiques du secteur privé ainsi que la société civile sont présents. La Côte d'Ivoire figure désormais dans le top 10 des premières économies d'Afrique et les perspectives restent très encourageantes. Vous avez su, Excellence, Monsieur le Président de la République, instaurer un climat de dialogue constructif permanent entre le secteur public et le secteur privé, placé au cœur de votre stratégie de développement inclusif de notre pays, la Côte d'Ivoire. Fama Touré salue la performance enregistrée en 2024 du fait de réformes efficaces qui ont permis d'assainir plusieurs secteurs, avec eux les luttes engagées contre la corruption et le blanchiment. Nous avons été heureux d'apprendre lors de votre message de fin d'année à la nation que la bonne gouvernance et la lutte contre le blanchiment des capitaux, si importante pour le secteur privé, sont encore inscrits au rang des priorités de l'État pour l'année 2025. Les institutions et organisations ici présentes sont déterminées à soutenir toutes vos actions concourant au rayonnement de notre beau pays en Afrique et dans le monde. Le chef de l'État félicite ces secteurs pour leur accompagnement, les invitant à la promotion de l'excellence, à la valorisation des compétences et à l'émergence de champions nationaux. Je voudrais vous adresser à tous mes vives félicitations pour les performances que vous avez accomplies en 2024. En cette année 2025, notre pays continuera sa croissance sous le double signe de l'inclusion et de la durabilité. Je dis souvent aux investisseurs que tout part du cadre macroéconomique. S'il est solide et que les finances publiques sont saines, les nationaux et les investisseurs feront confiance au gouvernement. Les investissements stratégiques se poursuivront dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture, afin de renforcer la compétitivité de nos entreprises et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Pour Alassane Ouattara, le développement humain demeure une priorité, d'où l'engagement du gouvernement. Je voudrais donc vous assurer que l'État continuera d'être à vos côtés, à l'écoute de vos préoccupations et va accompagner vos efforts pour une Côte d'Ivoire plus performante et plus résiliente. En 2025, le gouvernement entend accélérer le développement pour le bien-être des populations.
La paix, la prospérité, le développement, voilà autant de vœux qui ont été formulés pour la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, vous allez le voir, a également reçu les rois et chefs traditionnels, les guides religieux. Ils ont prié pour la paix dans ce pays en cette année électorale. On retrouve Alexis Ouedraogo. Les guides religieux et les garants des us et coutumes étaient ce mardi au palais présidentiel. Ils sont venus présenter au chef de l'État leurs vœux pour une année 2025 de paix et de stabilité. Que la paix règne dans les cœurs. Les élections à venir cette année ont besoin de justice, de respect des droits des candidats éventuels, des militants et de toute la population. Que nos prières vous obtiennent d'y veiller avec une transparence encore plus accrue. Qu'enfin, 2025 mette définitivement fin à la fatalité des violences électorales. Nous lançons un appel aux imams, aux prédicateurs, aux guides religieux, aux fidèles musulmans, ainsi qu'à tous nos concitoyens de prôner le message de la paix, de fraternité. Nous lançons également un appel au gouvernement, aux acteurs politiques et aux médias d'œuvrer pour des élections apaisées et démocratiques. Nous te demandons, Seigneur, par ta miséricorde, de maintenir la paix et de renforcer la stabilité et la cohésion dans notre pays. Il nous faut préserver notre bien commun, la Côte d'Ivoire. Nous l'avons reçu en héritage de nos ancêtres. Nous le léguerons à notre tour en héritage aux générations futures. La Chambre des rois et chefs traditionnels s'engage à visiter chacune des régions du pays en vue de sensibiliser les populations en cette période électorale. Une initiative que soutient le président de la République qui appelle à des efforts individuels et collectifs pour poursuivre le développement de la Côte d'Ivoire. À l'heure où la Côte d'Ivoire se prépare pour les prochaines échéances électorales, nous savons pouvoir compter sur vous, sur vos conseils et vos actions de sensibilisation auprès des populations, ainsi que sur les ferventes prières de nos guides religieux. Quant à nous, nous ne ménagerons aucun effort pour que cette élection soit paisible, transparente et démocratique. J'ai pu vous assurer que nous continuerons de travailler ensemble et sans relâche pour consolider les acquis enregistrés depuis 2011, pour continuer notre marche vers le développement dans la paix et organiser des élections sans violence. Cette rencontre avec la chefferie traditionnelle et les guides religieux met un terme à la présentation des vœux des corps constitués au chef de l'État pour l'année 2025. Nos reporters ont recueilli quelques réactions à l'issue de cette cérémonie de présentation de vœux. Suivons ensemble. Nous partons d'ici satisfaits de ce que la Côte d'Ivoire restera toujours debout dans le bon sens. Que nous fassons tout pour que la Côte d'Ivoire demeure dans la paix. La Côte d'Ivoire se développe et pour un bon développement, on a besoin de prières. Le président nous a demandé de continuer à travailler pour que cette paix soit préservée, que les acquis économiques que nous avons enregistrés soient aussi préservés. Les centrales syndicales et fêtières vont travailler d'arrache-pied pour maintenir ce cadre de dialogue de la paix en Côte d'Ivoire. Je sors particulièrement heureux de cette rencontre 2025 est une année électorale. Notre pays connaîtra la stabilité. Les élections présidentielles vont être des élections démocratiques. Nous sommes fiers et contents. On dit merci au président de la République pour la restauration de la dignité du monde agricole. Notre vœu le plus ardent, c'est que les entreprises publiques continuent d'opérer et d'avoir de bonnes performances dans un environnement apaisé. Le chef de l'État tient à ce que donc, des entreprises ivoiriennes, des jeunes Ivoiriens, puissent donc œuvrer et apprendre le leadership dans un certain nombre de domaines d'activité. Nous nous attellerons à mettre en œuvre cette recommandation qui fait partie de ces vœux. Et ce processus doit être totalement inclusif. Il faut avoir des champions nationaux dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le vivrier, dans la restauration, dans tous les secteurs d'activité. La question entrepreneuriale doit être une réalité, une priorité pour nos jeunes apprenants. Le chef de l'État, en nous recevant avec le secteur privé, a montré la connexion qu'il est possible de faire.
Et voilà tout ce que l'on pouvait dire sur l'édition 2025 de présentation de vœux de nouvel an au président de la République. Les migrations humaines et ordonnées profitent aux migrants et à la société. Alors, quelles sont les opportunités offertes aux Ivoiriens vivant hors de leur patrie, ces Ivoiriens en fonction à l'extérieur? La directrice générale de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, a abordé ces questions aujourd'hui même avec le vice-président Témoko Mélet Koné. Fatou Fofana, Ambroise Asséman. Amy Pope, directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, a eu une rencontre ce mardi 14 janvier avec le vice-président ivoirien Témoko Mélet Koné. Il a été question de sujets relatifs à la migration, dont l'employabilité des migrants. La première responsable de l'OIM a aussi évoqué avec le vice-président ivoirien les opportunités et les défis pour les Ivoiriens établis hors de leur pays. Leur expertise pouvant être précieuse pour l'organisation. Il y a des opportunités pour engager avec les gouvernements ici pour créer des réponses plus stratégiques pour engager les migrants qui sont ici. Et certainement, avec les avancements dans l'économie, il y aura plus de migrants et il faut un plan, une stratégie pour adresser même les défis, mais aussi les opportunités qui existent. Mais nous avons aussi discuté l'opportunité pour des Ivoiriens qui travaillent dans les autres pays et comment nous pouvons engager avec eux pour vraiment profiter de leur expérience, profiter de leurs ressources et leur expérience. Amy Pope est la première femme à diriger l'Organisation internationale pour les migrations. Cette institution, créée il y a 73 ans, promeut une migration humaine et ordonnée. Elle est présente dans 171 pays et apporte son soutien à 175 États membres pour améliorer la gestion des migrations. Voilà, la question migratoire intéresse aussi l'Union africaine. Au sommet de l'UA à Kampala, en Ouganda, les chefs d'État plaident pour la coopération sud-sud. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjubani, portait la voix de la Côte d'Ivoire. La nouvelle stratégie agricole de l'Union africaine a été dévoilée pour combattre et vaincre la faim. Nous rapportons nos envoyés spéciaux à Kampala, Léon Brou, Barnabé Conan. Réédité du consensus continental, la nouvelle stratégie agricole, la panacée de l'Union africaine pour nourrir à l'horizon 2063 l'Afrique par l'Afrique. Je me sens ravi que mon travail en tant que commissaire a été validé. Je suis à la fin de mon mandat, mais voilà le bébé que je laisse pour l'Afrique. C'est un processus qui est suivi au niveau national, au niveau régional et au niveau continental. Kampala 2026-2035 requiert à chaque pays 10% de son budget et promeut le partenariat public-privé. Les partenaires au développement adhèrent à ce programme, de même que la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara, dont la déclaration est livrée à l'Assemblée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Notre délégation demeure convaincue que l'aspiration de l'Union à consacrer 10% du budget de chaque pays au secteur agricole est réalisable et quantifiable dans la mesure où le plan d'action permettra de dynamiser toutes les initiatives de la promotion de la chaîne des valeurs et devant contribuer à relever tous les défis qui entravent encore l'industrialisation du secteur agricole africain. Au regard du potentiel africain, le président ougandais érige la sécurité et la souveraineté alimentaire en impératif pour le continent et plaide pour la coopération sud-sud. Cette Afrique qui n'a pas de produits alimentaires, qui mendie, n'est pas la vraie Afrique. Mais c'est l'Afrique coloniale et néocoloniale. Et c'est une honte. Stabiliser l'agriculture, meilleures pratiques en matière de conservation d'eau et d'agriculture, garantir la lutte contre les maladies, la vaccination. Kampala 2026-2035, le fruit du 4e sommet extraordinaire sur l'agriculture, présidé par le chef de l'État angolais pour le compte de son homologue mauritanien, président en exercice de l'Union africaine.
Voilà, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, est solidaire de Los Angeles en proie à des incendies, assiégée par les flammes depuis une semaine maintenant. La deuxième ville la plus peuplée des États-Unis continue de compter ses morts. Malheureusement, l'on déplore au moins 24 personnes décédées. La cité des Anges se prépare aujourd'hui aussi à un retour de vents violents qui menacent d'attiser les feux. L'entraide ne fait pas défaut, nous rapporte Michel Digré depuis les États-Unis. À Los Angeles, les efforts déployés par des milliers de pompiers ont permis de maîtriser en partie les deux principaux incendies. Mais après une courte accalmie, les vents chauds et secs doivent se renforcer dès ce mardi. Les services météo américains prévoient des vents proches de la force d'un ouragan. Les prévisions font état d'un risque extrême d'incendie et d'une situation particulièrement dangereuse. Pendant ce temps, les populations s'organisent pour venir en aide aux victimes. Je suis venu ici aujourd'hui parce que nous avions besoin de provisions. Nous vivons dans un hôtel pour le moment et nous avons juste besoin de nourriture pour survivre jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale. Je suis venu chercher des choses pour moi, profiter de ce qu'il y a ici, récupérer ce dont j'ai besoin. Ça me permet d'économiser de l'argent, alors pourquoi pas? L'affluence de personnes évacuées et à héberger reste un défi majeur pour la ville. Plus de 12 000 habitations, bâtiments et véhicules ont été détruits ou endommagés par les feux qui pourraient être les plus coûteux jamais connus selon des estimations provisoires. Et justement, le président américain Joe Biden pense déjà à la reconstruction de Los Angeles. Il a fait une déclaration sur la question à la Maison-Blanche. Nous retrouvons à présent notre envoyé spécial à Washington. Bonsoir Michel Digré. Alors, il est un peu plus de 15 heures dans la capitale américaine. Que retenir de l'adresse de Joe Biden? Oui, bonsoir Marie-Laure. Effectivement, le président américain, depuis son bureau ovale, a annoncé hier qu'il faudra remettre Los Angeles en état et que cela coûtera des dizaines de milliards de dollars. Il poursuit, et je le cite, nous devons mieux reconstruire pour qu'il y ait moins de dégâts si de telles catastrophes survenaient. Cela est coûteux, mais cela permet aussi d'économiser de l'argent. Ce qu'il faut savoir, Marie-Laure, c'est que les vents qui ont attisé le feu sont un classique des automnes et des hivers californiens, mais ils ont atteint cette fois une intensité inédite depuis 2011 avec des rafales allant jusqu'à 160 km/h la semaine passée. De quoi propager le feu à la vitesse de l'éclair. Les 2 dernières années très pluvieuses ont fait naître une végétation luxuriante qui s'est ensuite desséchée au cours des 8 derniers mois, sans précipitation. Au regard donc de l'ampleur des dégâts, ces incendies pourraient être la dernière grave crise que devra éteindre le président Joe Biden avant de céder le fauteuil présidentiel à son successeur Donald Trump qui, selon des sources, compte se rendre dans les zones sinistrées après son investiture le 20 janvier prochain. Voilà, merci Michel Digré, envoyé spécial aux États-Unis. Joe Biden, vous l'avez dit, qu'il se prépare à passer la main à son successeur et vous nous en direz un peu plus le 20 janvier prochain sur l'investiture du président élu Donald Trump. À très bientôt, Michel Digré. Lui se nomme Philippe Tiémassa-Agré et ce nom est aussi lié à la poésie africaine. C'est un Ivoirien qui fait la fierté de notre pays à travers ses écrits et ses nombreux ouvrages. Il était invité à la 47e édition du prestigieux Salon du Livre de Montréal au Canada où la poésie africaine a été mise à l'honneur. Amakadi Kone Konaté Moussa nous en disent plus. L'écrivain Philippe Tiémassa-Agré à la 47e édition du Salon du Livre de Montréal au Canada. L'auteur ivoirien partage sa passion pour la poésie à cet événement dédié aux passionnés de littérature. Il dévoile quelques extraits de son recueil intitulé Safaola. Azraël, quand tu viendras ce silencieux jour, tu porteras ses yeux de jet, marron et de velours. Dieu du tourmenté Jacob, que suis-je moi pour lutter contre ces grands yeux de joyard de joie? Moi qui ai rendu gloire à ses baisers fiévreux et à la couleur mystique de son visage précieux. Nommé ambassadeur de bonne volonté du Grand Prix de poésie africaine d'expression française en décembre 2023, Philippe Tiémassa-Agré n'a cessé de briller sur la scène internationale.
En juillet 2024, il a été honoré par la prestigieuse fondation Nadine Naaman, qui lui a décerné le prix littéraire de la créativité, consolidant ainsi sa place parmi les grandes figures de la poésie contemporaine. Voilà, c'est donc une fierté nationale. Nous avons à présent un communiqué élément du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Ce communiqué est relatif à la pollution de la rivière Nyonuru, sous-préfecture de Niamey-Zaria. Ce communiqué est lu pour vous par Abou Sanogo. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique informe la population qu'un incident de pollution par des produits chimiques a été constaté dans une section de la rivière Nyonuru, située entre les villages de Tagoberi et Kokolilié le 11 janvier 2025. Cet incident a entraîné une mortalité importante de la faune aquatique, notamment des poissons. Face à cette situation, le ministère a immédiatement dépêché ses équipes techniques sur le terrain pour procéder à des analyses approfondies et évaluer les niveaux de pollution. En collaboration avec les autorités locales et les services compétents, des mesures sont prises pour contenir les impacts environnementaux et protéger la santé publique. Dans l'attente des résultats des enquêtes et des analyses, le ministère recommande vivement aux populations de ne pas consommer l'eau de la rivière Nyonuru, ni les produits qui en sont issus, poissons, crevettes, etc., de rester vigilantes et de signaler tout effet inhabituel ou symptômes liés à une éventuelle exposition, de relayer ces consignes aux ménages avec l'appui des chefs de village et des leaders communautaires. Le ministère tient à rassurer la population qu'il met tout en œuvre pour identifier rapidement l'origine de la pollution et y apporter des solutions adaptées. Des dispositions seront prises pour réhabiliter la zone touchée et garantir la sécurité des communautés riveraines. Nous appelons la population à garder son calme et à faire preuve de sérénité tout en respectant scrupuleusement les consignes émises. Voilà, c'était le communiqué du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. De la parole, on est passé à l'acte. Et cela fait maintenant 10 ans que la promesse a été concrétisée. 10 ans que le président de la République, Alassane Ouattara, inaugurait à Yamoussoukro l'hôpital Saint-Joseph-Moscati. Une décennie après son ouverture, l'hôpital continue son sacerdoce. Mais qu'en est-il des soins offerts? Que pensent les populations? Dans quelles conditions travaille le personnel soignant? Question réponse avec Adès Sogodogo. Yamoussoukro, l'hôpital Saint-Joseph-Moscati. Il a été inauguré en janvier 2015 par le président de la République. Le 6 septembre 1992, alors Premier ministre, Alassane Ouattara était aux côtés du président de la République d'alors, Félix Houphouët-Boigny, pour la pose de sa première pierre. Il aura donc fallu attendre 23 ans pour voir cet hôpital ouvrir. Un investissement conjoint État de Côte d'Ivoire, Vatican, qui est de l'ordre de 15 milliards de francs CFA. Une décennie après sa mise en service, l'hôpital Saint-Joseph-Moscati reste attaché à sa mission, prodiguer des soins curatifs, préventifs et promotionnels de qualité, financièrement accessibles, notamment aux plus pauvres, par un personnel qui cultive un comportement caritatif et fraternel. À ce jour, l'hôpital travaille pour être à la pointe de la technologie. L'hôpital Moscati maintient comme principe la centralité de l'être humain dans les processus de soins. En référence aux valeurs catholiques, comme nous l'a écrit le pape François le 24 janvier 2022, en disant « Continuez à vous ouvrir » à l'exemple de Saint-Joseph-Moscati, qu'il a exercé sa fonction médicale en servant de manière désintéressée et avec grande charité, surtout les plus pauvres. Dans cette dernière année, notre attention s'est portée sur l'analyse des besoins des bénéficiaires, sur l'innovation technologique et l'informatisation du système de soins, pour mieux s'offrir à la population. Un personnel estimé à 330, dont les 1 tiers sont des médecins. Toutes les spécialités sont représentées. Les acquis, c'est déjà les services qu'on a pu offrir à la population du Bélier et des régions environnantes, avec des besoins qui étaient demandés au niveau de la santé. Et nous, ces besoins-là, nous avons pu les apporter par la présence d'un certain nombre de spécialistes au niveau de l'hôpital. Donc c'est un bénéfice énorme pour les populations d'avoir des spécialistes. Sans cela, ils seraient encore obligés de se déplacer sur Abidjan
ou alors d'autres métropoles, d'autres villes, d'autres pays pour avoir ces soins-là. Et ces soins sont tous regroupés maintenant ici au sein de l'hôpital Moscati. C'est l'excellence. Quand vous arrivez, il n'y a pas de souci, on vous reçoit bien. On a un trésor à Yamoussoukro. J'ai constaté que juste après une consultation, et le médecin m'a appelé pour demander comment est-ce que l'enfant se portait et tout ça. Donc vraiment, je trouve que c'est bon. Chaque année, l'hôpital Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro réalise plus de 30 000 consultations, 500 interventions chirurgicales et 600 accouchements. Il a ouvert à tous 24 heures sur 24 sans rendez-vous, même pour les spécialités. Hélas, tout n'est pas rose, toujours dans la vie. C'est un fait triste qui a entaché cette journée du 14 janvier. Hélas, les secours n'ont rien pu faire. Le corps sans vie d'un jeune homme a été retrouvé ce matin sur le 4e pilier du pont Félix Houphouët-Boigny dans la commune du Plateau. La police maritime qui a aperçu le corps a alerté immédiatement les sapeurs-pompiers, la police nationale et les pompes funèbres. Selon les informations reçues, il s'agit d'un jeune homme d'une quarantaine d'années. Une enquête est ouverte pour en savoir davantage sur ce drame. Je vous conduis à présent à Fresco et précisément à Gbangban où les chefs de village et de campement ont exprimé leur gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour toutes les actions de développement. C'est ce que nous rapporte Sam Kona. Bénéficiant des actions de développement telles que la construction de centres de santé, d'écoles primaires et de collèges de proximité, l'électrification de presque tous les villages et gros campements, et surtout la gratuité de la carte CMU à compter du premier trimestre de l'année 2025 pour les producteurs de café cacao détenteurs de la carte des planteurs. Les chefs de village et des campements baoulés du département de Fresco, réunis à Gbagbam pour témoigner leur reconnaissance à leur bienfaiteur Alassane Ouattara, décident de lui apporter leur soutien lors de l'élection présidentielle de 2025. Alassane Ouattara, celui-là même qui a la clé du développement. Tous les chefs et la population sont unanimes et ont accepté dans leur cœur pour aller avec le président Alassane pour les élections à venir. Nous sommes prêts et nous attendons les élections pour apporter nos soutiens, nos voix au président de la République. Soucieux du bien-être de tous les Ivoiriens, le président de la République Alassane Ouattara va entreprendre très bientôt d'autres actions de développement dans la région du Boclé, annonce le ministre-gouverneur Philippe Legri. La route qui part de Fresco, qui va à Divo, et qui part de Gbagam, qui va à Lobogrou, cette route-là, tout ça va être supprimé. Et la troisième route qui va être goudronnée, c'est la route qui part de Sassandra à Guéyo, en passant par Dakwadou, qui soit à Soumri, qui soit à Lakota. Et tout est programmé. Vous allez voir dans les 5 ans qui arrivent, le travail que le président Ouattara va faire en Côte d'Ivoire, mais c'est incroyable. Je vous annonce à mettre sa candidature à la salle des candidats. Et ça, là, je vous confie la candidature. Parce que le Baoulé est fidèle. Le ministre-gouverneur Philippe Legri exhorte les populations à la cohésion et à la paix, si cher au chef de l'État, Alassane Ouattara. On prend aussi la paix et la cohésion dans le Nord. La Fédération des femmes engagées pour le RHDP de Ouangolodougou effectue sa rentrée politique. À 10 mois de la présidentielle dans notre pays, elle s'active sur le terrain, nous rapporte Kader Sogodogo. Mobilisation des grands jours à Ouangolodougou. Plus de 3000 femmes issues de 325 associations regroupées au sein de la Fédération des femmes engagées pour la victoire du RHDP effectuent leur entrée politique. La fédération entend ratisser l'âge pour la victoire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, à la présidentielle d'octobre 2025. Nous sommes venus témoigner notre engagement pour les élections à venir pour une victoire du RHDP. Parrain de cette rentrée politique, le secrétaire départemental RHDP de Ouangolodougou, le député Traoré Drissa. Il montre la voie à suivre. Leur présence ici me réconforte. Ça veut dire que nous sommes encore remobilisés pour la conservation du pouvoir, parce que nous sommes dans une année électorale. Et donc nous sommes prêts, nous sommes contents et nous avançons à coup sûr. Nous sommes sûrs d'arriver à bon port. Tournée des femmes engagées pour la victoire du RHDP dans tous les départements de Ouangolodougou est prévue dans les semaines à venir.
Et on va finir ce journal par le Liban qui a un nouveau Premier ministre. Il se nomme Nawaf Salam. Jusque-là, président de la Cour internationale de justice à La Haye. Il a été désigné comme chef du gouvernement par le président libanais Joseph Aoun, lui-même fraîchement élu. Le nouveau Premier ministre veut tendre la main à toutes les parties pour sauver le pays en crise après avoir obtenu l'appui de la majorité parlementaire, à l'exception du Hezbollah et de son allié, le mouvement Amal. Je ne suis pas un homme qui exclut, mais un homme qui rassemble. Fin de citation. Salam veut batailler pour un cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi, mais ne décrochez surtout pas. Après ce journal, la direction des magazines d'information vous invite à suivre le premier numéro de l'année 2025 de votre émission Le Débat, un numéro consacré à la problématique de l'état civil en Côte d'Ivoire. Durant 90 minutes, Hamza Diaby échangera avec ses invités. Je vous propose de suivre cette émission. Très belle soirée. Et moi, je vous dis à demain 20h dans la paix.